Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h et dorénavant en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous allons aborder le rôle des organisations internationales qui sont censées veiller sur notre santé, et en premier lieu l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et montrer comment et pourquoi, en termes de conséquences sanitaires de la radioactivité, ces institutions sont largement défaillantes. Pour parler de ces questions avec nous, notre invitée aujourd'hui est Alison Katz, membre du People's Health Movement, mouvement des peuples pour la santé, et également membre du collectif Independent WHO pour l'indépendance de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Alison. Oui, bonjour. Tu nous entends bien ? Oui, bon. Je vous entends très bien. Bon, merci pour l'invitation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et en préambule, je voulais vous lire quelques extraits de la constitution de l'OMS qui date de 1946. Oui. Elle commence par « Les États partis à cette constitution déclarent en accord avec la Charte des Nations Unies que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité. 2 points. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » Plus bas. Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale. L'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. Aussi, l'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. Et enfin, les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. Alors, au-delà des principes, et pour énoncer, et pour replacer la question dans son contexte historique, je voulais rappeler qu'en 1953, le président Eisenhower a prononcé son discours « Atoms for Peace », l'atome pour la paix, qui fait la promotion du nucléaire civil, censé apporter la paix et la prospérité dans le monde. En 1957, c'est la création de l'Agence internationale à l'énergie atomique, AIEA, dont les objectifs sont, je cite, « de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier ». Tout un programme. En 1959 est signé l'accord entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale à l'énergie atomique. Alors Alison, les associations dont tu fais partie dénoncent cet accord. Est-ce que tu peux nous expliquer le contenu de cet accord et pourquoi, selon toi, il empêche l'Organisation mondiale de la santé de remplir son contrat, entre guillemets ? Alors, dans un sens, je vais dire d'abord que l'accord de 59 entre l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'OMS, c'est quand même un accord standard. Et que, plus ou moins standard. Il y a quelques points qui posent peut-être quelques difficultés, mais en gros, c'est un accord standard. Et c'est ça qui est la réponse de l'OMS chaque fois qu'on critique cet accord. Nous constatons simplement que l'OMS est subordonnée à l'AIAE, qu'elle ne peut pas faire de la recherche indépendante, elle peut entreprendre aucune initiative, ne peut faire aucun projet, ne peut pas informer des populations,
etc., sans l'aval préalable de l'AIAE. Maintenant, pourquoi ça, c'est un accord contre nature? En fait, ce qui est contre nature, c'est le fait que l'AIAE est en quelque sorte un lobby industriel, un lobby commercial, parce que justement, une partie de son mandat, c'est la promotion de l'utilisation pacifique de l'atome. L'autre partie, comme tout le monde sait, c'est de contrôler la prolifération des armes nucléaires, dans laquelle elle n'est pas très, très, très efficace, il faut dire. Mais cette partie où elle est véritablement un lobby industriel, c'est là ce qu'on dénonce, ce conflit d'intérêts. Donc, si je dis ça, c'est simplement pour expliquer que l'accord, il y a des accords que l'OMS a avec toute autre agence onusienne, et ils ont beaucoup de paragraphes identiques. Ce qui est contre nature, c'est que l'AIAE soit une agence onusienne, ça c'est une chose. Et deuxièmement, que c'est l'AIAE qui détermine tout ce qui concerne les rayonnements et la santé, quand en fait c'est quelque part un lobby industriel. C'est ça qu'on aimerait faire comprendre. Nous basons sur le fait que dans la pratique, et depuis 50 ans, l'OMS est visiblement subordonnée à l'AIAE. Et nous avons, je ne sais pas combien de preuves. Par exemple, à la suite de Tchernobyl, l'OMS était absent du terrain pendant au moins 5 ans. C'est absolument extraordinaire parce que son mandat constitutionnel exigerait qu'elle soit là le lendemain, que c'est elle qui s'occupe des questions sanitaires, etc. Or, elle n'était pas là pendant 5 ans. Elle n'a jamais entrepris, quand elle a entrepris ou organisé des conférences, les actes de ces conférences n'étaient pas publiés. C'était de la censure. Il y avait 2 très très grandes conférences internationales organisées par l'OMS, dans lesquelles on a eu des contributions des chercheurs indépendants. Et les actes de ces 2 conférences internationales, une était à Kiev et une à Genève, n'ont jamais été publiés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. L'OMS, comme tu peux imaginer, organise des conférences tout le temps, mais jamais est-ce que ça se passe que les actes ne soient pas publiés. Ça, c'est de la censure. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un directeur général, le docteur Nakajima, qui a très ouvertement expliqué les liens juridiques entre l'AIAE et l'OMS. Il a très bien expliqué que c'était pas possible, que l'AIAE est quelque part plus haut dans l'hiérarchie de l'ONU parce qu'il répond au Conseil de sécurité, tandis que l'OMS répond uniquement au Conseil économique et social, qui est nettement plus bas dans la hiérarchie et n'a vraiment pas de pouvoir géopolitique. Par contre, comme tu sais, le Conseil de sécurité a beaucoup de pouvoir. Et voilà, l'AIAE subordonne l'OMS. Il y a un directeur général qui l'a dit. C'est assez surprenant qu'aujourd'hui, la directrice générale, Dr. Chan, elle nie cette subordination parce que des autres directeurs généraux l'ont avoué. Et puis, c'est absolument clair dans les faits et dans la pratique. Oui, c'est intéressant de voir effectivement que l'AIEA a une espèce de statut autonome qui la place hiérarchiquement au-dessus des autres agences. Et exactement. Je vais te citer dans une des conférences de presse là, que tu m'as envoyé à lire, ce que tu dis à propos de l'establishment, entre guillemets, nucléaire mondial. Toutes les autorités, qu'elles soient nationales ou internationales, opèrent comme une famille incestueuse fermée au monde. En plus, cette famille dirige et contrôle la plupart des instituts de recherche, facultés d'universitaires et de médecine, radiologie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres de cette famille qu'on pourrait citer comme tu peux nous expliquer l'UNSCI, le CIPR, tout ce qui s'occupe de normaliser notre santé après les catastrophes nucléaires ou pendant. Oui, alors en fait, ils ne font pas semblant même de s'occuper de notre santé, mais c'est quand même l'establishment nucléaire. On va commencer avec le plus haut, qui est le CIPR, donc la Commission internationale sur la radioprotection. Et en fait, derrière les scènes, c'est cette organisation qui est vraiment à la tête de l'establishment nucléaire. C'est assez surprenant, ce n'est pas l'AIAE.
À la limite, l'AIAE, c'est une sorte de porte-parole, mais c'est pas le plus haut dans cette hiérarchie. Alors, vous avez l'AIAE, vous avez l'OMS, mais que dans sa partie rayonnement et santé, évidemment. Vous avez même le FAO, hein, l'Organisation sur l'agriculture, etc., de l'ONU. Vous avez UNSCIA, qui a été créé justement pour la question des normes et des standards de radioprotection, etc. Ce que je peux dire simplement, c'est que tous les membres de ces institutions sont liés entre eux. Quelqu'un qui est membre du CIPR est aussi membre de l'AIAE et ils se nomment entre eux. Et c'est vraiment, comme on dit, une famille incestueuse. Aucune institution ou chercheur indépendant ne pouvait jamais être sur le CIPR. Ils se nomment entre eux. Et puis, ils sont souvent membres, ceux qui sont membres dans les autorités nationales, par exemple, sont souvent aussi dans le CIPR. Donc, si vous voulez, vous allez trouver les mêmes têtes absolument partout. Quand on lit que l'OMS a consulté avec les experts mondiaux, enfin, tu sais exactement de qui ils parlent. Ils sont tous membres de l'AIAE et en même temps, ils seraient membres de un ou deux de ces autres institutions et en même temps, ils auraient leur place sur l'autorité nationale nucléaire. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, je voulais juste préciser que le c'est le comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants et que ça a été créé en 1955. Alors on voit quand même que c'est tout autour de cette même période que c'est constitué ce lobby-là. Hein. Oui, tout à fait. Évidemment, on pourrait très bien dire que quelques personnes étaient sincères dans ce projet, c'est-à-dire le désir sincère d'utiliser cette technologie absolument extraordinaire pour des fins pacifiques. Le fait est que ce n'est pas possible et que le projet était dirigé dès le début par le côté militaire et par les militaires. Et d'ailleurs, un autre point qui est très très important à souligner dans le CIPR et toutes ces institutions, c'est que des experts en santé publique ont toujours été omis. Il n'y a quasiment pas ni de radiobiologistes, ni de médecins de santé publique, ni d'épidémiologues. Vous avez uniquement en médecine des radiologues. C'est-à-dire que ces institutions n'ont jamais eu la compétence dans ce domaine. Et je pense que c'est voulu. En gros, c'est des physiciens ou de l'établissement militaire ou des physiciens. Et puis, un autre point qui est important, c'est que l'establishment nucléaire contrôle les instituts de recherche et des universités. Donc, ce n'est même pas comme si on a la recherche de base qui soit libre. Ça aussi, c'est vraiment contrôlé et c'est pour ça qu'on a une science qui est très, très, très inadéquate et ce n'est pas indépendant. Ce n'est pas une science indépendante et fiable, ce qui est très, très inquiétant dans ce domaine. Il n'y a pas de groupe de travail sur ce sujet au sein de l'Organisation mondiale de la santé? Alors, il y avait pendant assez longtemps un département qui s'appelait RAD, enfin ça veut dire radiation, les rayonnements et la santé. Et puis il s'occupait de trois choses, le nucléaire, les portables et les champs électromagnétiques. Et pendant le temps, enfin quand moi je travaillais à l'OMS, il y avait à la tête de ce département un certain docteur Rapaccioli. Et lui, il était recruté de l'industrie et il est reparti vers l'industrie. Et c'est absolument typique de ce qui se passe malheureusement de plus en plus dans nos institutions publiques. C'est que vous avez une sorte d'infiltration et de contrôle par l'industrie privée et que les gens qui sont à la tête, ils sont recrutés depuis l'industrie et ils y retournent après. Maintenant, ce département à l'OMS était fermé, un peu sous un nuage de scandale, il y a 3-4 ans. Et surtout, il y avait beaucoup de scientifiques qui ont critiqué le directeur, ce fameux docteur Rapaccioli, pour ses liens trop proches avec l'industrie. En fait, c'était pas l'industrie nucléaire. Je crois qu'il était beaucoup plus près de l'industrie des portables et pour les champs électromagnétiques, etc. En tout cas, depuis que c'est fermé à l'OMS a peut-être une ou deux personnes qui ont peut-être une qualification
en sciences des radiations, mais très très mineurs. C'est des jeunes personnes sans beaucoup d'expérience et qui ne pouvaient en aucun cas être qualifiées d'experts. Mais elle n'a pas de département de rayonnement et santé. Et ça, c'est choquant et je pense que le monde doit vraiment comprendre que pour l'instant, on ne bénéficie pas sur Terre, enfin les peuples n'ont pas une autorité sanitaire dans ce domaine de santé publique qui est absolument critique. Je pense que personne ne le nierait. C'est assez étonnant et ça devrait être connu. Alors, peut-être qu'on peut justement aborder, tu as déjà fait un peu allusion à la question de Tchernobyl, mais alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'AIEA, enfin, publie des rapports. On va peut-être commencer par Tchernobyl et puis on passera à Fukushima, parce que je pense que c'est sur la même, Oui. C'est le même déni des conséquences. Donc, comment est-ce que l'OMS a traité les conséquences sanitaires de Tchernobyl, parce qu'on nous renvoie toujours les 50 morts officiels. Voilà. Comment est-ce qu'on peut... Quelles ont été les conclusions de l'Organisation mondiale de la santé sur les conséquences de Tchernobyl ? Alors, les conclusions, comme tu viens de dire, les conclusions n'ont pas changé dès le début. Et elle maintient même aujourd'hui, mais ça date franchement de 2005, mais puisqu'elle n'a jamais démenti ces chiffres-là, on ne peut que partir de ces chiffres-là. Elle n'a jamais corrigé ces chiffres. Donc voilà, c'est exactement comme tu dis. Elle avoue peut-être 50 morts qu'on peut attribuer directement à l'accident de Tchernobyl. Ensuite, elle dit qu'il pourrait y avoir en tout et pour tout 5000 décès à cause du cancer. Maintenant, dans les autres documents, des fois, ils parlent de 9000. Ça n'a pas d'importance parce que quand on pense aux autres estimations, c'est de toute façon parfaitement ridicule. Et c'était connu il y a longtemps que c'était parfaitement ridicule, ces chiffres. Et juste pour donner un exemple de combien c'est invraisemblable, il faut se rappeler qu'il y avait peut-être 800 000 liquidateurs. Je parle là juste des liquidateurs, pas de toute la population qui était affectée. Mais si on parle que des liquidateurs qui venaient des 3 pays, l'Ukraine, la Bélarus et la Fédération de Russie, les gouvernements eux-mêmes, les ministères de santé de ces 3 gouvernements, avaient rapporté déjà en 2001 qu'ils avaient perdu 10% de leurs liquidateurs. Il faut se rappeler que ces liquidateurs étaient tous des jeunes personnes. En gros, c'était des jeunes hommes, des jeunes recrues, avec un âge moyen de 33. Donc, si vous vous rendez compte qu'en 2001, leur ministère de Santé rapportait déjà qu'ils avaient perdu 10% de leurs liquidateurs, on est déjà près de 100 000 personnes. Donc, c'est juste pour qu'on se rende compte que les chiffres de l'OMS sont tellement, tellement absurdes que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent prendre tout ça au sérieux. On va retourner à ta question de comment ils l'ont traité. Pardon, excuse-moi. Vas-y, oui, excuse-moi. Non, vas-y. Non, je voulais dire que c'était quand même le chiffre qu'on nous avançait chaque fois qu'on était dans une discussion avec les nucléocrates. Voilà, il y a pas de conséquences sanitaires. Alors on peut là le cas de Fukushima, l'Organisation mondiale de la santé a publié le 28 février de cette année un rapport qui s'intitule l'évaluation du risque pour la santé due à l'accident nucléaire après le tremblement de terre et le tsunami du Grand Est du Japon. Et dans un communiqué de presse, le service ad hoc de com de l'OMS nous explique, selon les conclusions d'une évaluation exhaustive d'experts internationaux sur les risques pour la santé de la catastrophe survenue à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, les risques prévus sont faibles pour l'ensemble de la population à l'intérieur et à l'extérieur du Japon. Oui. Alors, l'OMS a publié... On va retourner à Tchernobyl après. Tu me rappelles de retourner à Tchernobyl après pour parler d'une publication extrêmement importante qui a été publiée par l'Académie des sciences de New York. Mais là, on va juste sauter à Fukushima pour regarder un tout petit peu les 2 rapports que l'OMS a publiés depuis Fukushima.
exhaustif, c'est un peu une plaisanterie, il faut dire, mais vous allez comprendre pourquoi après. Alors, il y a une organisation de médecins qui s'occupe de la prévention de la guerre nucléaire. Peut-être vous en avez entendu parler, enfin, le IPPNW. Enfin, tu étais à notre forum et puis il y avait certainement des représentants. Eux, ils ont fait une sorte de chronique ou revue de ces deux rapports de l'OMS qui sont extrêmement intéressants. Le premier rapport qui était l'année dernière, 2012, était une estimation des doses reçues. Donc, le rapport récent, qui est sur les conséquences sanitaires, se base totalement sur ce premier rapport de 2012, donc sur les estimations de doses. Maintenant, donc je vais parler du premier rapport, parce qu'en fait, le rapport sur les conséquences sanitaires se base sur cet autre rapport. Et c'est vraiment, c'est scandaleux. Et ça a été dénoncé d'ailleurs par plein d'institutions, pas tous des antinucléaires non plus, comme une sous-estimation absurde. Alors, comme ils disent, le premier point à retenir sur ces rapports, c'est que quand on dit que c'est un rapport de l'OMS, évidemment, ce n'est pas un rapport de l'OMS, c'est un rapport de l'IAE. Et quand il fait la liste à la fin de son article de qui sont les auteurs, ça s'appelle évidemment un petit groupe de 20 experts, soi-disant les meilleurs du monde. Et puis il est indiqué par exemple qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt. Et pourtant il n'y a pas un seul qui déclare qu'il travaille aussi pour l'IAE. C'est absolument extraordinaire. Ou on accepte qu'il y a un conflit d'intérêts si on travaille pour l'IAE, ou bien on estime que ça c'est des experts indépendants. Bon, ça c'est un premier point, les auteurs de ce rapport. Maintenant, en ce qui concerne les estimations de doses que la population a reçues, il y a tellement d'omissions, mais je vais citer juste quelques-uns que cet auteur a relevés. Ils ont fait leur étude sans tenir en compte les personnes qui étaient dans le rayon le plus près du réacteur, c'est-à-dire dans le rayon de 20 kilomètres. Cette population n'est même pas étudiée. Ils ont été évacués et ils sont loin. Et pourtant, c'est extrêmement important parce qu'ils ont reçu dans les premières 24 heures, et c'est ça qui est absolument critique, et c'est pas la seule exposition, mais c'est quand même un groupe essentiel. Et puis, un autre groupe qui est omis, c'est les travailleurs qui étaient sur place et les travailleurs qui étaient là les premiers jours. Eux non plus, ils aucun compte de deux groupes qui sont les plus critiques pour comprendre les conséquences sanitaires. Alors ensuite, l'OMS, les estimations que l'OMS fait des émissions sont plus bas que toutes les autres institutions qui ont fait des rapports sur la quantité de radionucléides qui ont été émis lors des accidents. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et il démontre, cet auteur, que les estimations de l'OMS sont même plus bas que les estimations de TEPCO. Parce que la compagnie TEPCO a fait lui-même les mesures, les estimations de doses, etc. Et l'OMS prend des chiffres encore plus bas que eux. Ça, c'est assez extraordinaire, de 50 à 80% plus bas. Et évidemment, c'est nettement plus bas que les estimations faites par la CRIRAD, qui a beaucoup travaillé au Japon depuis Fukushima. Voilà, et comme d'habitude, parce que l'OMS, de toute façon, quand elle traite des problèmes, des conséquences sanitaires, fait des omissions gigantesques. Il ne traite que des cancers, par exemple, quand c'est toutes les maladies qui sont en augmentation. Et puis, ils ignorent, peut-être délibérément, toute la question de la radiation interne. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument absurde. C'est-à-dire quand on commence aujourd'hui à dire qu'on ne voit pas beaucoup d'effets, de conséquences sanitaires, ce sont des affirmations qui n'ont pas de sens. Parce que évidemment, on n'est pas en train de parler de ce qu'on voit aujourd'hui. On a peur de ce qui va être vu comme maladie dans les 10-20 ans à venir. Et puis, en ce qui concerne les dégâts génétiques pour des générations et des générations. On parle là des milliers d'années. Mais c'est un non-sens de parler du fait qu'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui parce qu'on n'attend pas tout de suite à voir des dégâts. Mais
Ceci dit, il faut se rendre compte que quand on dit qu'il n'y a rien rien à signaler, il n'y a rien d'inquiétant, c'est quand même extraordinaire quand on regarde le fait que les enfants, on a trouvé que 35% des enfants ont des nodules et des anomalies sur le gland de la thyroïde. 35% des enfants dans une étude publiée récemment. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est des signes précurseurs de problèmes de santé très graves qui sont à venir. Et évidemment pas uniquement dans la glande de la thyroïde. Mais de dire qu'il n'y a rien quand il y a ce fait absolument choquant, enfin, il n'y a pas vraiment c'est inqualifiable, c'est malhonnête, c'est mal fait. Tout ce rapport, il est très très facile à critiquer. Je peux vous donner juste un autre exemple. Quand il parle de la contamination qui a été mesurée dans les aliments, c'est presque une plaisanterie. Ils ont mesuré dans le premier mois dans la préfecture de Fukushima, ils ont mesuré le taux de radioactivité dans 17 E. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est presque drôle. C'est totalement absurde. Quand il parle de la contamination des poissons, et tout le monde est au courant que ça c'est une partie très très importante du régime des Japonais, et il parle de il parle du fait que la radioactivité est diluée dans l'océan. Mais ça, c'est à ignorer délibérément un fait qui est critique à toute cette étude, c'est qu'il y a une bioaccumulation dans les poissons. Donc ça sert à rien de dire que ça va diluer dans l'océan, parce que les poissons, ils accumulent de façon assez spectaculaire les radionucléides. C'est ce genre d'erreur que n'importe qui a un petit peu de connaissances scientifiques peut regarder dans ces rapports de l'OMS. Et ça a déjà été critiqué par beaucoup de gens, et je pense que les critiques ils vont commencer à pleuvoir, surtout quand la population japonaise commence vraiment à rapporter quels sont les problèmes sanitaires qu'ils rencontrent. Ils sont déjà en train de le rapporter, mais ça va être beaucoup plus fort, je pense, dans les années à venir, et dans 10 à 20 ans, je pense que la vérité sera là pour tout le monde à voir, parce que contrairement à la situation dans l'ex-Union soviétique, les Japonais parlent déjà de ce qui leur arrive. Et voilà, cette fois, cette dissimulation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ne va pas être possible. C'est tout simplement pas possible, même s'ils font de leur mieux de tout nier en bloc. Oui, dans la même veine, le fameux comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants a déclaré en décembre 2012, le directeur de cet établissement a affirmé qu'aucun effet des rayonnements n'a été observé au Japon parmi le public, les employés ou les enfants autour du réacteur de Fukushima Daiichi. Voilà. Alors, on a bien compris, je crois, où sont les intérêts de tous ces gens-là. Alors, Alison, toi, tu fais partie de Independent Who, oui, qui est une organisation qui vise à dénoncer la collusion entre l'AIEA et l'Organisation mondiale de la santé. Tu peux nous parler rapidement de ce collectif. Je voulais juste signaler que le site internet est extrêmement complet, donc c'est Independent Who, WHO, et il y a en particulier cette analyse critique dont tu parlais là sur le rapport de l'OMS qui est vraiment très très claire et très précise. Alors vous, qu'est-ce que vous faites à Independent Who ? Alors, ce qu'on fait tous les jours, c'est la partie symbolique de notre action. Et justement, il faut rappeler ceux qui nous écoutent qu'on a commencé bien avant Fukushima. C'était en 2007, la première vigie d'Hippocrate, et on l'appelle ainsi parce que nous, on estime que les médecins ou le corps médical à l'OMS ne remplit pas ses devoirs en tant que médecin. Et on est là tous les jours, comme tu dis, pour protester contre ces liens incestueux entre l'OMS et l'AIAE. Mais le but, c'est vraiment de faire connaître les vraies conséquences sanitaires et environnementales, mais surtout sanitaires, des activités nucléaires, que ce soit industrielles ou civiles, comme on l'appelle des fois, ou militaires. Et parce que nous, on estime que la vérité n'est pas établie et que le public a été
vraiment désinformés totalement sur cette question. On estime aussi que si les conséquences sanitaires de Tchernobyl, uniquement de Tchernobyl, étaient connues, le débat sur le nucléaire en tant qu'option énergétique ça serait fini demain. Tellement c'est frappant. Et c'était là où je voulais retourner dans un instant sur le livre qui a été publié par l'Académie des sciences de New York. Mais juste pour parler de Independent Who, donc on est là tous les jours ouvrables de 8h à 6h. À Genève. À Genève, pardon, devant le siège de l'Organisation mondiale de la santé. Et voilà, je pense qu'on gêne parce que tous les visiteurs qui arrivent à l'OMS, ils vont passer devant des panneaux qui sont assez accusatoires. Enfin, on accuse l'OMS de complicité dans la dissimulation des conséquences sanitaires et on les accuse aussi de non-assistance aux populations en danger. Et je pense que c'est absolument vrai, ce ne sont pas des accusations dans l'air. Les populations de Tchernobyl ont été complètement délaissées, ils souffrent tout seuls, abandonnés. Et je pense que la plupart des gens en Europe ne se rendent absolument pas compte qu'ils doivent leur vie, ils doivent leur existence en Europe aux liquidateurs de Tchernobyl. Parce qu'une chose qui n'est pas très connue, c'est que les liquidateurs ont éteint le feu et ils ont mis 10 jours pour éteindre le feu à Tchernobyl. Et s'ils n'avaient pas éteint le feu, il y aurait vraiment eu une conflagration, enfin une explosion nucléaire gigantesque, incomparable à ce que et c'était déjà grave ce qui s'est passé. Mais ça aurait été tellement pire que l'Europe aurait été inhabitable. Et je trouve que c'est terriblement important que tous les peuples d'Europe sachent qu'ils doivent leur vie en Europe à ces hommes et ces femmes qui étaient à peu près 800 000. Voilà, alors on est là pour un peu porter témoignage tous les jours et pour rappeler l'OMS à son mandat constitutionnel parce que l'OMS a vraiment, ces derniers 30 ans en particulier, été très très dévié de son mandat. Et ça, évidemment, c'est sous l'influence de certains États membres puissants, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OMS, l'organe qui le dirige, c'est l'Assemblée mondiale de la santé. Et ça, c'est fait des États membres. Maintenant, quand on dit États membres au pluriel, il faut quand même activiser un peu parce que, comme on sait très très bien, les agences de l'ONU, y compris l'OMS, sont plus ou moins dirigées par les G8, par les pays, les États membres puissants. Et dans le domaine des rayonnements, on peut vraiment parler de 3 pays, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et voilà, quand on parle de l'OMS, il ne faut pas oublier qui est derrière ces agences de l'ONU et qui est derrière l'ONU et le Conseil de sécurité en général, et c'est les pays puissants. Donc, quand on parle d'un lobby industriel, il faut aussi se rendre compte que on a affaire à un lobby qui est peut-être le plus puissant du monde, dans le sens que ce n'est pas juste un intérêt commercial, mais c'est un intérêt gigantesque géopolitique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait de la patience. Voilà, on est là depuis 2007. Derrière cette action symbolique, et puis on est à peu près 400 personnes qui ont fait la vigie devant l'OMS et qui reviennent pour faire encore une semaine, encore un jour, encore 2 heures, quelque chose comme ça. Il y a toutes sortes d'autres actions. On essaye de rencontrer les États membres à travers leur mission à Genève. On essaye de placer des articles dans les médias. On fait des événements chaque 26 avril et maintenant, malheureusement, aussi les 11 mars. On agit avec les politiciens, etc., etc. Il y a plein d'autres actions. Il y a aussi des actions un peu juridiques et des actions auprès des droits humains. Excuse-moi. Ça, c'est un volet très intéressant, surtout, et on va parler de ça, j'espère, juste avant la fin de l'émission. On est arrivé à la fin de l'émission. C'est dommage, j'ai pas de monde. Écoute, on a vraiment qu'une demi-heure, on est vraiment désolé. On te réinvitera parce que je sens que tu as beaucoup de choses à nous dire. Donc, j'invite en tout cas tout le monde à aller consulter le site donc de Independent Who et de lire aussi les actes du forum citoyen scientifique et citoyen sur la radioprotection que vous avez organisé à Genève l'année dernière. Les actes sont
disponible et vraiment c'est extrêmement intéressant de voir ce que les experts indépendants ont à dire sur ce sujet. Alison, merci beaucoup. On va être obligé de se quitter malheureusement. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Et bon courage pour tout le monde. Et merci à Rémi à la technique. Et vous pouvez contacter le collectif Antinucléaire 13 à partir de notre adresse mail que vous trouverez sur tous les bons moteurs de recherche. Voilà. À dans 15 jours. Merci beaucoup. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir.